Claudia Cardinal, un nom qui résonne comme une mélodie d'Italie, une promesse de cinéma et de mystère. Pourtant, avant d'être une icône, avant d'être cette figure indomptable du cinéma européen, elle fut simplement Claude-Joséphine Rose Cardinal, une jeune fille née le 15 avril 1938 à La Goulette, un quartier populaire de Tunis, alors sous protectorat français. Son histoire débute loin des paillettes, dans une Méditerranée partagée entre cultures et destins, là où la mer devient miroir de toutes les origines. La famille Cardinal appartenait à cette communauté italienne expatriée en Tunisie depuis plusieurs générations. Son père, ingénieur des chemins de fer, et sa mère, femme au foyer d'une beauté discrète, formaient un foyer modeste mais cultivé. À la maison, on parlait un mélange d'italien, de français et d'arabe, reflet du brassage culturel propre à cette région. Claudia grandit dans une atmosphère chaude et vibrante. Elle se souviendra toujours des bruits du port, du parfum du jasmin et de la lumière aveuglante des après-midi d'été. Petite, elle était timide, presque sauvage. Contrairement à ce que son destin laisserait croire, elle ne rêvait pas de cinéma. « Je voulais être institutrice », dira-t-elle un jour. Son adolescence fut marquée par une dualité permanente, française par naissance, italienne par sang, africaine de cœur. Ce mélange, unique et insoluble, allait façonner tout ce qu'elle deviendrait plus tard. Une femme d'ailleurs insaisissable, presque mythologique. En 1957, tout bascule. La Tunisie venait d'obtenir son indépendance et la ville de Tunis bouillonnait d'énergie et de renouveau. Un jour, le destin frappa à la porte sous la forme d'un concours de beauté organisé par le Festival du film italien de Tunis. La plus belle italienne de Tunisie. Claudia n'avait aucune intention d'y participer. C'est sa mère, poussée par une amie, qui envoya sa photo. À la surprise générale, la jeune fille gagna. Le prix ? Un voyage à Venise pour assister au célèbre Festival du film. Elle y fit sensation. Les producteurs italiens, fascinés par cette beauté méditerranéenne aux yeux profonds, voulurent immédiatement la rencontrer. Mais Claudia, farouche et méfiante, refusa d'abord toutes les propositions. « Je ne voulais pas être regardée. Je voulais vivre tranquille », confiera-t-elle plus tard. Sa réserve, son accent particulier, ce mélange de français et d'italien teinté de gutturalité tunisienne, devinrent paradoxalement sa marque de fabrique. Convaincue par un producteur tenace, Claudia finit par se rendre à Rome. C'était en 1958. Cinecittà, la Hollywood sur Tibre, était alors en pleine effervescence. Fellini, Visconti, Antonioni, tous réinventaient le cinéma italien. Mais pour une jeune fille de 20 ans venue du Maghreb, la ville pouvait être un labyrinthe. Elle entra à l'école du Centro Sperimentale di Cinematographia, où elle apprit les bases du métier d'actrice. Son accent français, cependant, posait problème. On lui disait souvent « Tu es belle, mais tu parles comme une étrangère ». Cela aurait pu la décourager. Mais Claudia avait cette force tranquille, ce feu intérieur que rien ne semblait pouvoir éteindre. Elle persista, refusant de se conformer aux stéréotypes. « Je n'ai jamais voulu être une autre. J'ai gardé mon accent parce qu'il était moi. » Ses premiers rôles furent modestes, parfois muets. Elle apparut dans Goa, le simple de Jacques Baratier, où elle donna la réplique à Omar Sharif. Ce film, tourné en Tunisie, lui permit d'entrer doucement dans le monde du cinéma sans renier ses origines. Le miracle italien, Visconti, Fellini, Leone. À la fin des années 1950, Claudia fut remarquée par Franco Cristaldi, un producteur influent, qui allait devenir son Pygmalion et plus tard, son compagnon. Il crut en elle avec une ferveur rare. Grâce à lui, elle rencontra les plus grands. En 1960, elle tourne sous la direction de Luchino Visconti dans Rocco et ses frères, aux côtés d'Alain Delon. Sa beauté naturelle, brute, éclipse tout. Elle n'était pas une beauté fabriquée, mais une présence magnétique, presque animale. Visconti dira d'elle « Claudia n'a pas besoin de jouer. Elle est », puis vint Federico Fellini, le magicien du cinéma italien. Dans 8,5, sorti en 1963, elle incarna la muse silencieuse de Marcello Mastroianni, symbole de la féminité absolue. Ses cheveux noirs, son regard profond, son sourire énigmatique firent d'elle une apparition quasi mystique. Enfin, Sergio Leone lui offrit, des années plus tard, un rôle mémorable dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Elle y incarna Gilles, la prostituée au passé douloureux, figure maternelle et sensuelle à la fois. Ce rôle, entre fragilité et puissance, consacra Claudia comme une actrice universelle. Derrière la star adulée se cachait une femme tourmentée.
Claudia Cardinal, malgré le glamour, fut longtemps prisonnière d'un secret douloureux. À 17 ans, avant même le début de sa carrière, elle avait été victime d'un viol dont elle avait donné naissance à un fils Patrick. Ce drame, qu'elle garda longtemps secret, forgea en elle une immense force intérieure. Pendant des années, elle fit passer Patrick pour son frère, afin de protéger sa carrière dans une Italie encore conservatrice. Ce n'est que bien plus tard, au sommet de sa gloire, qu'elle révéla la vérité. J'ai vécu avec une blessure, mais elle m'a rendu plus vrai. Ce courage, cette dignité dans la douleur, firent d'elle un symbole pour toute une génération de femmes. Claudia Cardinal, c'était la beauté, oui, mais surtout la liberté. À travers les années 1960 et 1970, elle enchaîna les chefs-d'œuvre. Le Guépard de Visconti, Cartouche avec Belmondo, La Panthère rose, La fille à la valise, l'Astoria. Son talent traversa les frontières, sa voix devint reconnaissable entre toutes, rauque, sensuelle, sincère. Elle refusa Hollywood, préférant rester fidèle à ses racines européennes. En Amérique, on voulait me transformer. En Europe, je pouvais être moi-même. Et c'est ce qu'elle fit. Vivre et jouer à sa manière, sans jamais trahir son identité. Mais derrière le faste, le succès et les robes signées Dior, Claudia ressentait une solitude croissante. Elle disait souvent qu'elle n'appartenait à aucun pays. Tunisienne d'âme, italienne de cœur, citoyenne du monde, elle errait entre deux cultures comme entre deux amours. Ses relations amoureuses furent de passionnées mais souvent douloureuses. Franco Cristaldi, protecteur et manipulateur, contrôlait chaque aspect de sa vie. Elle réussit à s'en libérer non sans peine dans les années 1970. Ce fut une délivrance, mais aussi une rupture avec une part d'elle-même. On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas épousé un prince. J'ai répondu « parce que je voulais rester reine de moi-même ». Ces mots, d'une puissance rare, résument le caractère indomptable de cette femme. À la fin des années 1970, Claudia Cardinal était devenue un mythe. Son visage figurait sur les affiches de festivals. Son nom était cité aux côtés de Sophia Loren, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau. Mais à la différence des autres, elle gardait une aura de mystère. Elle n'était pas seulement une actrice, elle était une âme filmée. Chaque regard, chaque silence portait en lui le poids de la Méditerranée, de la femme blessée mais invincible. Fellini dira d'elle: Claudia, c'est la mer, belle, dangereuse, infinie. À la fin des années 1960, Claudia Cardinal est au sommet du monde. Son nom brille sur les affiches des plus grands cinéastes. Sa silhouette élégante illumine les tapis rouges de Cannes, de Venise et de Hollywood. Mais derrière cette lumière éclatante, derrière les flashs et les sourires maîtrisés, se cachent des blessures profondes, un combat intime que peu connaissent. Car plus la gloire grandit, plus la solitude se creuse. Le début des années 1960 fut un âge d'or pour le cinéma italien. Claudia, avec sa voix rauque et son regard fier, incarnait une femme nouvelle, moderne, indomptable. Dans Le Guépard, 1963, de Luchino Visconti, elle devient la belle Angelica, femme de désir et de pouvoir, symbole d'un monde en mutation. Aux côtés d'Alain Delon et de Burt Lancaster, elle éclipsa tout. La scène du bal, où elle tourne sous les lustres, avec une grâce souveraine, reste à jamais gravée dans l'histoire du cinéma. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais entré dans la légende, dira-t-elle plus tard. Mais Claudia n'était pas dupe. Elle savait que derrière cette beauté célébrée se cachait une prison dorée, celle des attentes, des fantasmes, des jugements. Les hommes du cinéma la voulaient muse, objet, déesse, rarement femme. On m'a souvent regardé sans m'écouter. Cette phrase, prononcée des années plus tard, résonne comme un cri silencieux. À mesure que sa carrière s'envolait, Claudia portait en elle un secret trop lourd pour une si jeune femme. Son fils, Patrick, né d'un viol. Dans une société encore patriarcale, cet épisode tragique aurait pu ruiner sa carrière. Elle choisit donc le silence. Officiellement, Patrick était son frère. Officieusement, il était son cœur. Pendant des années, elle vécut avec cette double vie. Actrice adulée d'un côté, mère cachée de l'autre. J'ai tourné des films en souriant pendant que je pleurais à l'intérieur. Ce mensonge nécessaire l'épuisait. Il lui volait le repos, mais aussi la paix de l'âme. Pourtant, Claudia trouvait dans le jeu une forme d'exutoire. Chaque rôle devenait une confession déguisée, un cri qu'elle ne pouvait prononcer autrement. Dans La ragazza con la valigia, elle incarne une jeune femme abandonnée, fragile mais fière, qui cherche sa place dans un monde indifférent. On y sent la douleur d'une femme qui a connu la trahison trop tôt.
Le public, sans le savoir, vibrait à l'unisson de sa vérité cachée. Le succès de Claudia Cardinal attira rapidement l'attention d'Hollywood. Les studios américains la courtisèrent, lui offrant des rôles dans des superproductions, The Pink Panther, 1963, Circus World, 1964, Blindfold, 1965. Mais l'actrice, fidèle à son indépendance, refusa de s'enfermer dans le système hollywoodien. À Hollywood, on me disait quoi dire, quoi porter, comment sourire. En Italie, je pouvais être libre, imparfaite, vivante. Elle préféra rester à Rome, parmi les siens, dans le tumulte artistique de Cinecittà. Là, elle retrouvait Fellini, Visconti, Comencini, Wertmüller, ces maîtres qui comprenaient que sa beauté n'était pas un ornement mais une blessure. Hollywood la voulait glamour, Rome la voyait humaine, et Claudia choisit l'humanité. Franco Cristaldi, le mentor et le geôlier. Dans l'ombre de cette ascension se trouvait un homme, Franco Cristaldi, son producteur, son protecteur, mais aussi celui qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Il l'avait découverte, façonnée, guidée, mais son influence devint peu à peu étouffante. Cristaldi décidait de ses films, de ses interviews, de son image. Il lisait ses lettres, surveillait ses sorties, contrôlait jusqu'à sa garde-robe. Pendant un temps, Claudia crut que cet amour possessif était une forme de sécurité. Mais la gloire amplifia la fracture. J'ai vécu des années dans une cage dorée. Peu à peu, elle sentit naître en elle un besoin viscéral de liberté. La rupture fut lente, douloureuse. Elle eut lieu dans les années 1970, au moment où le cinéma italien changeait. Les comédies sociales remplaçaient les fresques historiques. Les femmes prenaient la parole autrement. Claudia, fidèle à sa nature, décida de se réinventer. Dans les années 1970, Cardinal devint plus sélective. Elle choisit des rôles engagés, souvent liés à la condition féminine ou aux luttes sociales. Dans Libera Amore Mio, 1973, elle incarna une militante antifasciste. Dans Il giorno della civetta, 1968, elle joua une femme courageuse face à la mafia. Elle ne voulait plus seulement séduire, elle voulait dire quelque chose. Sa beauté, désormais, n'était plus une arme, mais une voix. Les rides commençaient à apparaître et elle les accueillait comme des preuves de vie. J'ai aimé chaque âge de mon visage parce que chacun portait un combat. Cette attitude rare fit d'elle une figure respectée, non seulement dans le cinéma, mais aussi dans la société. En 1975, Claudia Cardinal prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Elle révéla publiquement que Patrick était son fils. Le secret de 18 ans tombait enfin. La presse, d'abord choquée, finit par saluer son courage. J'ai porté le silence comme une croix. Il était temps de respirer. Patrick, devenu adulte, resta discret. Leur relation se transforma en une amitié tendre et solide. Cette libération marqua pour Claudia le début d'une nouvelle vie. Elle ne jouait plus seulement des rôles écrits par d'autres. Elle écrivait enfin le sien. Pourtant, la liberté a un prix. La rupture avec Cristaldi l'avait isolée du système de production italien. Les offres se firent plus rares. Claudia, désormais indépendante, devait se battre pour exister dans un milieu qu'elle avait autrefois dominé. Elle se tourna vers le théâtre, la télévision, les productions européennes. Si certains y virent un déclin, elle y trouva une renaissance. Le succès ne m'a jamais rendue heureuse. Seule la vérité m'a sauvée. Dans ces années de transition, elle découvrit une autre dimension d'elle-même, la militante. Elle s'engagea pour les droits des femmes, pour la liberté d'expression, pour la Tunisie de son enfance. Son engagement humaniste fit d'elle une voix respectée au-delà du cinéma. Mais être un mythe, c'est aussi vivre dans la nostalgie de ce que l'on fut. Partout où elle allait, on lui rappelait le Guépard, 8,5. Il était une fois dans l'Ouest. Les journalistes la questionnaient sur Fellini, Visconti, Delon, jamais sur Claudia, la femme. Elle disait avec ironie « Je suis une photo qu'on regarde sans voir la personne ». Pourtant, même dans la lassitude, elle restait d'une dignité rare. Elle refusait la chirurgie, préférait le naturel. Elle incarnait le passage du temps avec élégance, comme si chaque ride racontait une scène, chaque silence, un film. Dans les années 1980, Claudia devint le symbole d'un cinéma disparu. Celui de la passion, du réalisme poétique, de la beauté sauvage. Elle tourna moins, mais mieux. Elle choisit ses rôles comme on choisit ses mots. En 1982, elle reçut un prix honorifique à Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Le public lui offrit une ovation debout. Elle sourit, émue, et murmura « C'est étrange d'être célébrée pour avoir simplement été vivante.
À partir des années 1990, le visage de Claudia Cardinal changea lentement, imperceptiblement d'abord, puis avec la douceur résignée du temps. Les traits restaient splendides, la voix chaude et rauque demeurait reconnaissable entre mille. Mais les regards portés sur elle avaient changé. Elle n'était plus la jeune femme du Guépard, mais la légende vivante du cinéma italien. Et derrière ce titre honorifique se cachait une vérité douloureuse. La gloire vieillit mal et la mémoire du public est cruelle. Claudia Cardinal, à 60 ans, continuait à travailler, elle jouait au théâtre, tournait pour la télévision et acceptait encore quelques films d'auteur. Mais elle savait que le monde du cinéma n'avait plus la même place pour les femmes de son âge. Les jeunes actrices prenaient le relais, les producteurs misaient sur la nouveauté. Les magazines célébraient des beautés éphémères. Elle, au contraire, s'accrochait à sa vérité. Vieillir, c'est apprendre à être soi sans phare. Cette phrase qu'elle prononça dans une interview à Le Figaro résume tout son rapport à la vieillesse. Elle refusa la chirurgie esthétique, refusa les artifices. Elle disait que son visage appartenait à son histoire et qu'elle ne voulait pas la trahir. Pourtant, ce courage ne la protégeait pas des blessures de l'âme. Dans son appartement romain, elle passait de longues soirées seule, regardant les photos de tournage passés, les lettres des fans, les affiches jaunies de ses films. Parfois, elle pleurait sans raison, la nostalgie de la Tunisie. Avec le temps, Claudia ressentit de plus en plus le besoin de se reconnecter à ses origines. La Tunisie, sa terre natale, son soleil, son odeur de mer et de jasmin lui manquaient. Elle y retourna plusieurs fois, en invitée d'honneur au festival de Carthage. Chaque voyage était une déchirure et une renaissance. Les rues avaient changé, mais la lumière restait la même. Les Tunisiens l'accueillaient comme une fille du pays. Les vieilles femmes la saluaient avec émotion. « Bienvenue chez toi, Claudia !» Ces mots la bouleversaient. Elle comprit que, malgré les années passées en Italie, son âme appartenait à cette terre. Dans plusieurs interviews, elle dira « Je suis née italienne, mais j'ai grandi africaine. Mon cœur, lui, n'a jamais quitté Tunis. » Ce lien profond, presque mystique, la fit s'engager dans des projets humanitaires pour la jeunesse tunisienne et les femmes du Maghreb. La diva devint ambassadrice de cause, messagère de tolérance et de diversité. Sur le plan personnel, Claudia resta discrète. Après sa séparation définitive de Franco Cristaldi, elle eut quelques liaisons, mais aucune ne prit la place de la passion dévorante de sa jeunesse. Elle aimait dire « Le véritable amour ne s'oublie jamais ». Il se tait, mais il reste. Elle consacra le reste de sa vie à son fils Patrick, devenu réalisateur et homme d'affaires. Leur complicité fut totale. Patrick l'accompagnait dans ses déplacements, veillait sur elle, la protégeait de la fatigue et du tumulte médiatique. Il était mon bras droit, mon confident, ma raison de tenir. Mais malgré cette présence bienveillante, la solitude restait là, fidèle compagne des grandes stars. Quand les caméras s'éteignaient, quand les plateaux se vidaient, il ne restait que le silence. Le corps qui se fatigue, l'âme qui résiste. Les premières alertes vinrent au tournant des années 2000, des problèmes respiratoires, une fatigue chronique, des vertiges. Claudia continuait à voyager, à apparaître dans les festivals, mais son énergie n'était plus la même. Elle plaisantait souvent avec élégance. « Mon cœur bat au rythme d'une valse, mais mes jambes dansent moins bien. » Elle refusa longtemps de parler de maladie. Pour elle, la souffrance devait rester intime. Mais ses proches savaient qu'elle souffrait de problèmes cardiaques et de douleurs articulaires. Malgré cela, elle monta encore sur scène en 2015, à plus de 75 ans, dans une pièce autobiographique intitulée « La Mia Africa ». C'était un retour symbolique, une confession publique. Sur scène, elle racontait sa vie à travers ses souvenirs. Tunis, Rome, Paris, les tournages, les amours, les pertes. Le public pleurait. Elle aussi. « Je suis née dans la lumière et j'espère mourir dans la lumière ». L'ambassadrice du cinéma italien. Dans ces dernières années, Claudia devint une sorte de figure tutélaire. Elle représentait le cinéma italien dans les festivals, les cérémonies, les expositions. À chaque apparition, le public l'ovationnait comme une reine. Mais au fond, elle se sentait fatiguée de jouer ce rôle de légende. On me dit souvent « Vous êtes éternelle », mais moi, je me sens simplement vivante. Et c'est déjà beaucoup. Elle adorait rire, raconter des anecdotes de tournage, évoquer Delon, Mastroianni, Belmondo, Visconti. Mais parfois, au détour d'une phrase, sa voix se brisait. Elle disait alors « Tous ceux que j'aimais sont partis. Et moi je reste comme un écho. » Cette phrase, prononcée à Cannes en 2018, fit trembler la salle.
Les dernières années furent marquées par un lent retrait. Claudia passe plus de temps dans sa maison à Paris, entourée de souvenirs. Elle lisait beaucoup, écoutait de la musique classique, regardait ses films avec une douce mélancolie. Parfois, elle riait en se voyant jeune. « Je n'étais pas consciente de ma beauté. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a duré. » Les journalistes continuaient de lui rendre visite, fascinés par son charisme intact. Mais elle se confiait de moins en moins. Elle disait « Il y a un âge où l'on n'explique plus, on contemple. » Vers 2020, ses apparitions publiques se firent rares. Sa santé déclinait. Patrick, toujours à ses côtés, protégeait farouchement son intimité, le miroir et le temps. Dans ses dernières interviews, Claudia parlait souvent du temps. Elle disait qu'il n'était pas un ennemi, mais un compagnon. Le temps m'a tout pris, mais il m'a donné la paix. Elle ne regrettait rien, ni ses erreurs, ni ses silences. Si je pouvais recommencer, je vivrais de la même manière, peut-être un peu plus lentement. Le cinéma, pour elle, avait été à la fois un refuge et un piège. Un lieu où elle avait pu être libre, mais aussi où elle s'était perdue. Elle n'en voulait à personne. J'ai vécu 1000 vies, et c'est déjà un miracle. Avec le passage du temps, Claudia Cardinal est devenue bien plus qu'une actrice. Elle est devenue une métaphore vivante de l'âge d'or du cinéma européen, un souvenir incarné des années où l'art et la passion se mêlaient sans retenue. Mais derrière les apparitions publiques rares et le regard encore vif, une mélancolie s'installe. Ce chapitre raconte le crépuscule de sa vie, non pas comme une fin, mais comme une lente métamorphose vers la mémoire éternelle. À partir des années 2010, les apparitions de Claudia Cardinal se font plus espacées. Le visage reste lumineux, mais la voix devient plus posée, presque grave. Lorsqu'elle se présente au Festival de Cannes en 2017, son image trône sur l'affiche officielle. Une photo de jeunesse, pleine d'énergie et de mouvement. Beaucoup y voient un hommage, d'autres une prémonition. Celle d'une actrice qui, sans jamais vraiment s'éclipser, semble peu à peu se retirer dans le silence. Elle vit alors entre Paris et la Tunisie, pays de son enfance. La Méditerranée continue de lui parler. Elle y retrouve les parfums du jasmin et les murmures du vent chaud du désert. Souvent, elle confie à des proches « C'est ici que j'ai appris la lumière, c'est ici que j'ai appris à respirer. » Mais avec les années, la santé décline. Ses pas deviennent plus lents, ses apparitions plus mesurées. Pourtant, jamais elle ne montre la fatigue ni la douleur. Elle garde ce sourire serein, cette élégance discrète, ce port de tête que même le temps ne peut courber. À plusieurs reprises, Claudia évoque dans des interviews des blessures anciennes, la perte de proches, des amitiés brisées, des amours impossibles. On ne guérit pas du cinéma, disait-elle. On apprend simplement à vivre avec ce qu'il vous a pris. Derrière ces mots, une vérité. Le cinéma l'a rendue immortelle, mais il lui a volé l'intimité, la normalité. On raconte qu'elle avait gardé des lettres d'Alain Delon, des notes de Federico Fellini et même un vieux foulard offert par Visconti. Chaque objet était une trace de ce qu'elle avait vécu et perdu. Ses amitiés avec Sophia Loren et Brigitte Bardot, faites de rivalité et de respect, appartenaient désormais à un autre temps. Toutes avaient vieilli et chacune portait en elle le poids du regard du monde. À la fin de sa carrière, Claudia admettait sans amertume « J'ai vécu 1000 vies sous 1000 visages. Aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire, seulement à comprendre. » La jeune génération de cinéastes européens n'a jamais cessé de lui vouer une admiration presque religieuse. Des réalisatrices, comme Alice Rohrwacher ou Valeria Bruni-Tedeschi, ont souvent cité Claudia Cardinal comme une inspiration, non pas pour sa beauté, mais pour sa puissance intérieure, son regard indomptable. Elle a incarné la femme libre avant que ce mot ne devienne une revendication politique. Dans un monde encore prisonnier des stéréotypes, Claudia Cardinal osait être ce qu'elle voulait, sauvage, sensuelle, intelligente, indépendante. En 2018, lors d'une rétrospective à Rome, on lui rend hommage à la Cinémathèque italienne. Elle monte sur scène, appuyée sur une canne vêtue de noir et de rouge. La salle entière se lève, l'émotion est palpable, les applaudissements durent de longues minutes. Elle sourit, regarde le public et murmure simplement « Merci de ne pas m'avoir oublié ». Ce moment, filmé par un amateur, devient viral sur les réseaux sociaux. Le monde redécouvre cette légende vivante, symbole d'une époque où le cinéma avait une âme. Les dernières années de sa vie sont marquées par un retour au calme. Claudia passe de longs séjours dans sa maison méditerranéenne. Elle se lève tôt, marche dans le jardin, regarde la mer. Parfois, elle écrit quelques mots dans un carnet de cuir, des souvenirs,
des fragments de dialogue, des pensées sur la beauté et la disparition. Son entourage proche raconte qu'elle parlait souvent de son père, de sa Tunisie natale, de la mer, comme d'un miroir du destin. Quand on regarde la mer assez longtemps, disait-elle, on y voit tous ceux qu'on a aimés. Elle reçoit encore des lettres de fans du monde entier, des femmes qui la remercient pour son courage, des hommes qui lui écrivent qu'elle a marqué leur jeunesse. Claudia répond rarement, mais lit tout. Ces mots la tiennent compagnie. Un soir d'été, alors qu'elle regarde le coucher du soleil depuis sa terrasse, elle dit à une amie « Je crois que j'ai vécu assez longtemps pour voir le monde changer et pour comprendre que ce qui compte, ce n'est pas d'être admiré, mais d'avoir aimé. » Quand vient la nouvelle de sa disparition, le monde du cinéma est frappé d'un silence bouleversant. Les chaînes italiennes et françaises interrompent leur programme pour lui rendre hommage. Des cinéastes comme Martin Scorsese, Pedro Almodovar et Jane Campion saluent la dernière diva, celle qui savait pleurer sans une larme. À Tunis, une place porte désormais son nom. À Rome, une exposition permanente célèbre ses rôles mythiques. À Paris, une fondation est créée pour soutenir les jeunes actrices méditerranéennes. Mais plus encore que les monuments, c'est la mémoire collective qui garde vivante son image. Les cinéphiles redécouvrent ses films. Les étudiants en cinéma étudient son jeu d'actrice. Cette façon unique de mêler la douceur et la fureur. Ces interviews deviennent des archives précieuses, ces citations des mantras pour toute une génération de femmes artistes. L'histoire de Claudia Cardinal n'est pas seulement celle d'une femme, mais celle d'une époque, celle où le cinéma osait rêver. Elle a traversé la guerre, les plateaux, les passions, les injustices, et malgré tout, elle laisse rester debout. Elle symbolise cette beauté qui refuse de mourir, cette humanité qui résiste à l'oubli. Dans les écoles de cinéma, on raconte encore sa légende. Cardinal, c'était la lumière du Sud, mais avec l'âme d'une lionne. Ses films comme Il Gatto Pardo, Once Upon a Time in the West, 8,5 ou La Ragazza di Boob continuent de hanter la mémoire du 7e art. Et dans le silence des salles obscures, quand le générique défile et que le visage de Claudia apparaît à l'écran, on comprend que certaines étoiles ne s'éteignent jamais vraiment. Elles continuent de briller même quand la nuit tombe. Un dernier plan, une femme seule face à la mer. Le vent agite ses cheveux argentés, le soleil descend lentement à l'horizon. On ne sait pas si elle sourit, si elle pleure, peut-être fait-elle les deux. C'est Claudia Cardinal telle qu'elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle, libre, belle, indomptable. Sa voix résonne encore. Le cinéma, c'est une manière de survivre à soi-même. Tant qu'un spectateur regarde un de mes films, je serai encore là. Et c'est vrai. Car dans chaque regard qui se perd dans la lumière d'un écran, Claudia vit encore, éternelle, fragile, infinie. Cher lecteur, si l'histoire de Claudia Cardinal vous a touché, si cette plongée dans la vie d'une femme libre, forte et inoubliable, a éveillé en vous une émotion, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos souvenirs ou vos films préférés d'elle. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur les grandes légendes du cinéma, ces âmes qui ont façonné notre culture et continuent de briller, même dans le silence du temps. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage est un geste qui aide à faire vivre la mémoire de ces artistes éternels. Merci de faire partie de cette aventure et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des étoiles du cinéma.